Alors, bonjour à toutes et à tous. C'est un immense plaisir de présenter cette conférence dans le cadre du symposium. Je m'appelle Olivier Bégin-Cahouette. Je suis professeur agrégé en enseignement supérieur comparé à la Faculté des sciences d'éducation de l'Université de Montréal. Et je vous mentionne qu'une partie de ce que je vais présenter découle d'une analyse que j'ai co-réalisée avec mon collègue Alexandre Beaupré-Lavallée, qui est professeur agrégé en administration de l'enseignement supérieur, également à la Faculté des sciences d'éducation de l'Université de Montréal. Nous sommes tous deux membres du laboratoire interdisciplinaire de recherche sur l'enseignement supérieur, l'un des plus grands regroupements de chercheurs dans le domaine dans toute la francophonie. La conférence s'intitule Préserver son unicité face à la mondialisation des sociétés du savoir, le cas des cégeps. Pour toute personne qui s'intéresse à l'enseignement supérieur, l'étude des établissements d'enseignement non universitaire ou d'enseignement technique, c'est fascinant. C'est fascinant parce qu'il y a une diversité telle d'établissements que ça nous amène vraiment à réfléchir au contexte dans lequel chacun a émergé. Souvent, on a des contextes d'industrialisation pour répondre à des besoins locaux. On parle d'universités de sciences appliquées, de collèges communautaires, d'universités technologiques, d'instituts supérieurs de technologie, d'écoles techniques, d'instituts supérieurs d'études technologiques. Bref, il y a une grande variété et diversité et ça nous permet de mieux comprendre les sociétés qui les ont vues naître. Au Canada, le Canada est une fédération de 10 provinces, 3 territoires, et les provinces ont compétences exclusives en matière d'éducation. Ce qui veut dire que chaque province a son système éducatif et même si les universités peuvent se ressembler d'une province à l'autre, les collèges et les instituts, c'est un peu la dénomination générale qu'on a adoptée au Canada, ben, ils diffèrent grandement d'une province à l'autre. Euh, dans l'ensemble du Canada, du territoire canadien, on dit qu'il y a 213 collèges et instituts publics. Le Québec est la deuxième plus grande province en termes de population, la première en termes de superficie. C'est la seule province dont la langue officielle est le français. Évidemment, le Québec a le système éducatif et surtout le système d'enseignement supérieur le plus unique, le plus différent de tous les autres au Canada. Donc, avant les années 60, le Québec est sous une influence religieuse quand même assez forte. Les communautés religieuses contrôlent les écoles primaires, les collèges classiques qui offrent un enseignement secondaire et une espèce de formation préuniversitaire, mais aussi les universités. Et la formation, elle est très classiciste. Donc, on s'intéresse au domaine classique de formation, mais il y a très peu de formation appliquée, de formation technique, en fait. Euh, et les taux d'abandon sont très élevés. Le secondaire et les taux d'échec au secondaire sont extrêmement élevés. Le taux d'accès à l'enseignement supérieur avant les années 60 est à peu près de 1,2 %. Donc, c'est vraiment très élitiste. En parallèle, évidemment, avec l'industrialisation, ben, les ministères et les entreprises ouvrent leur propre école technique ou professionnelle. Par exemple, le ministère de l'Agriculture a ouvert une école de laiterie, par exemple. Les entreprises ont créé l'école polytechnique à Montréal. Donc, c'est un peu dans ce système-là, mais dans lequel il y a très peu de ponts entre la formation dite générale ou classique et la formation professionnelle. Ben, c'est le système qu'on a au Québec. En 1963, c'est le début de la Révolution tranquille, qui est un mouvement politique, culturel, économique et social qui va vraiment transformer la société québécoise. Le gouvernement a mis sur pied la Commission royale d'enquête sur l'enseignement dans la province de Québec, commission par an, et vous voyez ici une photo des commissaires. Vous voyez en dessous d'ailleurs une photo de ce à quoi ressemblait l'éducation dans les collèges classiques et un cégep. Bref, la commission par an propose la création d'un ministère de l'Éducation qui va créer une certaine cohérence dans le système, d'un conseil supérieur de l'Éducation qui va fournir des avis au ministre de l'Éducation, mais un conseil supérieur de l'Éducation qui comprend des représentants de tous les ordres d'enseignement, d'où l'idée de la cohérence. Des conseils de recherche provinciaux, parce qu'au Québec, ben, on est un peu dépendant de la recherche produite en Europe ou la recherche produite en anglais aux États-Unis et au Canada. Donc, on a besoin d'une recherche locale, donc la mise sur pied de conseils de recherche, conseils subventionnaires, la création du réseau de l'Université du Québec, des écoles secondaires polyvalentes qui offrent à la fois une formation professionnelle comme en mécanique ou en charpenterie, mais aussi une formation générale pour poursuivre les études, donc dans le même établissement. Et cette idée de polyvalence se répercute dans ce qu'on va appeler par la suite des collèges d'enseignement général ou généraux et professionnels, les cégeps,
qui offre, en fond, un niveau d'éducation qui est un enseignement supérieur, mais intermédiaire et gratuit dans le cas des cégeps. Et donc un type d'établissement assez unique au Québec, duquel j'aimerais vous entretenir un peu plus. Donc, vous voyez le système éducatif québécois, donc notez que l'enseignement secondaire dure 5 ans parce qu'une partie de la formation qui prépare à l'université est ensuite transférée au niveau des collèges et le premier cycle universitaire au Québec s'appelle le baccalauréat, l'équivalent de la licence, et il est de 3 ans et non de 4 comme dans d'autres régions du Canada et des États-Unis parce qu'une partie de la formation de la licence est donnée aussi au niveau collégial. Donc, au Québec, il y a 48 cégeps qui sont des établissements qui offrent une formation. Ils sont gratuits, ils sont dans toutes les régions du Québec pour accroître l'accessibilité. Et il y a aussi 20 collèges privés subventionnés qui reçoivent une subvention du ministère, mais qui peuvent charger des droits de scolarité aux étudiants. Au total, le secteur, c'est 163 000 étudiants. Et les établissements, donc les collèges et les cégeps, offrent 12 diplômes d'études collégiales préuniversitaires comme sciences de la nature, arts et lettres et communication, sciences humaines, etc., qui durent 2 ans, et plus de 130 diplômes d'études collégiales de type technique qui, eux, mènent soit directement au marché du travail, soit à la formation universitaire si les étudiants le souhaitent. Donc, soins infirmiers, gestion de commerce, archives médicales, techniques de génie, infographie, etc. Fait particulier dans les cégeps, les référentiels de compétences sont définis de manière centralisée au niveau du ministère, ce qui fait que les mêmes DEC sont assez uniformes à travers la province. Évidemment, ce n'est pas tous les cégeps qui offrent les 134 programmes techniques. Ils offrent généralement pas mal tous à peu près les mêmes programmes préuniversitaires, mais les mêmes programmes dans les différents cégeps sont assez similaires. Ce qui fait que vous pouvez commencer un programme dans un établissement et migrer vers un autre établissement et s'il offre le même programme, ben, la formation devrait être reconnue puisque c'est la même formation. Tous les DEC comprennent aussi les mêmes cours de tronc commun, ce qui veut dire que vous soyez en formation préuniversitaire ou technique, vous devez suivre une formation générale et que peu importe, et qui comprend les mêmes cours, des cours de français et d'anglais, que vous soyez dans un établissement francophone ou anglophone, des cours de philosophie et des cours d'éducation physique. Donc, c'est un système unique qui a merveilleusement bien répondu aux besoins du Québec à l'époque, mais qui, avec l'évolution des sociétés du savoir, fait face à plusieurs tensions. La première tension, c'est une tension interne qu'on appelle horizontale. Horizontale parce qu'elle fait référence à inadéquation, disons, entre les origines, les structures, les finalités des trois types de programmes, donc formation générale, formation préuniversitaire et formation technique. Alors, les gens de la formation générale craignent que les forces de marché, hein, dans une économie du savoir, finissent par discréditer le tronc commun. Dire finalement, bon, ben, les gens n'ont pas besoin de cours de philosophie, d'éducation physique pour devenir infirmier ou infirmière ou pour devenir bon, une autre formation, pardonnez-moi. Donc, ils n'ont pas besoin. Euh, et ça, c'est ce que craint la formation générale. En même temps, la formation professionnelle, elle craint que les cours de tronc commun nuisent en fait à la réussite des étudiants. Il y a certaines études qui tendent à suggérer que certains étudiants dans certains programmes de formation technique ont aucune difficulté avec les cours de leur formation, les cours de la formation technique, mais éprouvent des difficultés pour réussir les cours de formation générale, philosophie, français, littérature, etc. Et donc, certains se disent, ben, en obligeant cette formation de tronc commun pour tous et toutes, ben, on nuit à l'accessibilité à la formation technique et on nuit à la réussite de ces étudiants-là et évidemment au marché qui ne profite pas de ces diplômés. C'est une tension interne qui affecte tous les établissements qui offrent des diplômes, évidemment, qui permettent d'accéder à l'université, parce que la notion de transfert de collège vers l'université, elle repose sur l'acquisition d'une formation générale solide. Or, comment assurer que tous aient accès à cette formation générale sans nuire à la réussite du plus grand nombre, incluant celle des étudiants qui ne sont pas intéressés par toute autre formation que leur formation technique et appliquée? Bref, une question que je lance. Comment les cégeps ont-ils répondu à cette tension interne? Ben, à l'instar d'autres établissements qui offrent à la fois des formations générales, préuniversitaires et techniques, on pense aux collèges universitaires, par exemple, en Colombie-Britannique ou certains collèges communautaires aux États-Unis, ben, les cégeps ont mis en place différentes stratégies, dont une, c'est la création
d'attestation d'études collégiales, donc AEC, hein. Ça a commencé à partir des années 90. Les collèges ont obtenu du gouvernement la possibilité de développer de façon autonome, et là, ça, c'est un premier écart au système traditionnel, des attestations d'études collégiales. Ainsi, contrairement aux référentiels de compétences des DEC qui sont uniformes à travers la province, chaque établissement peut créer sa propre attestation, hein. Il s'agit de programmes plus courts, souvent moins d'un an, qui ne comprennent aucun cours de formation générale de tronc commun. Ces programmes sont conçus afin de répondre souvent aux besoins spécifiques dans une région. Alors, à partir des années 2010, il y a une explosion des AEC. Il y en a plus de 600 aujourd'hui qui sont offerts à plus de 20 000 étudiants. Les programmes sont très appréciés. Ils ont un taux de placement qui est supérieur à celui des DEC techniques, même s'ils sont beaucoup plus courts. Par contre, beaucoup moins de détenteurs d'AEC poursuivent des études par la suite. Alors, évidemment, ça a du sens parce que ces étudiants-là ne suivent pas nécessairement, n'ont pas suivi la formation générale, sont donc moins préparés, par exemple, à poursuivre à l'université s'ils le souhaitent par la suite. Donc, il y a cet enjeu-là de transfert qui vient d'être un peu altéré ou affecté par la création des AEC. Puis, évidemment, le côté uniforme, polyvalent et cohérent du système, bien évidemment, est aussi affecté parce que chaque établissement peut créer son propre programme. Deuxième type de tension, ben, à l'instar d'un grand nombre d'établissements d'enseignement technique, les collèges et les cégeps québécois se trouvent au cœur de tensions verticales qui sont soit entre les niveaux de formation, hein. Dans l'espoir de promouvoir un système cohérent, la commission parents envisageait que tous les secteurs éducatifs soient liés les uns aux autres. La loi sur les cégeps, par exemple, prévoit qu'un représentant du secteur universitaire siège à son conseil d'administration, puis la loi sur l'Université du Québec prévoit qu'un représentant des collèges ou des cégeps siège à l'Assemblée des gouverneurs de l'Université du Québec. En plus, tous les DEC, qu'ils soient préuniversitaires ou techniques, permettent l'accès à l'université, ce qui suppose hein, une certaine cohérence verticale. Mais le monde du travail s'est transformé depuis les années 60. Dans un monde post-industriel, les professions et les associations professionnelles sont de plus en plus importantes. De même, avec l'évolution des connaissances, bien, le travail des professionnels est de plus en plus complexe. Et finalement, le statut des professions dépend souvent du niveau de formation minimale pour y accéder. Donc, tout ça crée une pression à la hausse pour que l'accès à la profession requiert un diplôme de plus en plus élevé. Alors, par exemple, depuis 2001 au Québec, l'Ordre des psychoéducateurs exige que ceux qui accèdent à la profession aient une maîtrise plutôt qu'un baccalauréat. Puis depuis 2006, l'Ordre des psychologues exige que les psychologues détiennent un doctorat plutôt qu'une maîtrise. Alors, lorsque les programmes sont offerts dans le même type d'établissement, dans ce cas-ci une université, ben, c'est assez facile pour une université de s'adapter. Le problème, c'est lorsque les exigences obligent de passer d'un secteur à un autre. C'est le cas des soins infirmiers. En accord avec les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, l'Ordre des infirmières et infirmiers a annoncé son intention d'exiger que les futurs infirmiers et infirmières aient un baccalauréat, l'équivalent d'une licence, plutôt qu'un DEC technique. Outre la complexité croissante de la profession, l'un des arguments, c'était que les infirmières et infirmiers du Québec seraient isolés parce que ce serait la seule juridiction au Canada qui n'exigerait pas un diplôme de grade. Dans plusieurs juridictions, ces pressions-là mènent à ce qu'on appelle une dérive universitaire, en ce sens que les établissements d'enseignement technique adoptent des caractéristiques structurelles ou curriculaires de niveau universitaire, hein. C'est le cas des collèges communautaires qui sont devenus des collèges universitaires en Colombie-Britannique ou des collèges ontariens qui ont obtenu le droit de décerner des baccalauréats. Le problème, c'est que contrairement à d'autres juridictions, les cégeps ne peuvent pas donner de diplôme de grade. Ils peuvent donner un DEC, mais ils ne peuvent pas donner de baccalauréat. Ça pose évidemment un enjeu important lorsque plusieurs régions du monde, en plus de tout ça, adoptent la structure LMD et finissent par intégrer leur diplôme de formation technique à celle-ci. Par exemple, l'abandon par les IUT français du DUT et son remplacement par le bachelor universitaire de technologie, mais ça correspond à cette tendance-là qu'on observe mondialement et ça marginalise d'autant plus les diplômes techniques qui ne sont pas des diplômes de grade. Donc, il y a une réflexion importante. Alors, pour demeurer pertinent pour les professions, pour répondre à leur mission d'assurer un accès démocratique aux études supérieures et dans toutes les régions du Québec et pour préserver leur caractère distinct, qu'est-ce que les cégeps ont fait? Bien, ils ont eu recours à une innovation pédagogique qui était apparue au début des années 2000 et qui consiste à un programme conjoint
collégial et universitaire, le DEC-Bac. Je rappelle encore que le bac ici, c'est la licence. Donc, depuis leur fondation, tous les étudiants des cégeps qui complètent un DEC, qui soit technique ou préuniversitaire, peuvent être admis dans un programme universitaire. Ce que le DEC-Bac ajoute, c'est que les étudiants d'un établissement spécifique qui a une entente pour un programme spécifique avec une université spécifique peut faire que l'étudiant qui complète son programme ait accès au baccalauréat de cette université partenaire et que le complète en 2 ans au lieu de 3. Donc, ça enlève une année d'études au complet. C'est évidemment une innovation extrêmement importante qui permet d'accélérer la progression, mais évidemment, elle représente un écart avec la conception originale du système parce qu'elle repose sur la bonne volonté d'un collège et d'une université, alors que normalement, tous les diplômes collégiaux sont supposés être égaux et équivalents à travers la province. Alors, c'est évidemment une solution à la pression mondiale que nous appelons la dérive universitaire. Les cégeps ne peuvent pas devenir des universités, mais certains d'entre eux réussissent à accélérer le passage à l'université pour leurs étudiants qui le souhaitent. Le dernier élément est une tension à la fois interne et externe liée à la volonté d'abord des collèges de participer à la grande évolution de la science, mais aussi des sociétés du savoir qui tendent à valoriser et même hiérarchiser, hiérarchiser les établissements d'enseignement supérieur selon leur production de recherche. C'est ce qu'on voit notamment dans les classements internationaux, par exemple. Il y a une concurrence mondiale qui s'est établie basée sur la production de recherche. Évidemment, ça tend à marginaliser les établissements qui ne font pas de recherche. Donc, c'est en 1983 qu'est apparu au Québec le premier centre collégial de transfert technologique, appelé maintenant CCTT. Aujourd'hui, il y en a près de 60 sur l'ensemble du territoire. Et ces centres produisent une recherche appliquée qui est largement financée par des petites et moyennes entreprises de la région sous la forme de contrats de recherche. Actuellement, on parle d'un rendement de plus de 10 000 projets de recherche par année et des retombées économiques de plus de 150 millions de dollars canadiens par année. Par contre, dans plusieurs établissements, les centres sont un peu comme des annexes du collège ou du cégep, hein. Les étudiants et les enseignants du collège interagissent peu avec ces centres. Et donc, une question qui se pose à l'ensemble des établissements d'enseignement technique, c'est comment s'assurer que les activités de recherche dans lesquelles ils sont impliqués rejaillissent sur l'ensemble de la population étudiante et enseignante de l'établissement. J'ai donc présenté ici certaines tensions qui sont inhérentes à l'évolution des établissements d'enseignement technique dans la mondialisation des sociétés du savoir. Ce que je trouve fascinant, c'est que les réponses à ces tensions sont locales et dépendent du pays, de la province et du type d'établissement dans lequel on se trouve. Donc, bref, moi, je crois qu'on a beaucoup à apprendre les uns des autres. Et je termine donc en posant la question à 5 volets suivantes. Comment les établissements d'enseignement technique peuvent-ils accroître l'accès à l'enseignement supérieur, assurer la mobilité entre les programmes et les établissements, soutenir la réussite des étudiants, protéger la formation générale et la formation citoyenne, tout en répondant aux besoins du marché du travail? Alors, je vous laisse sur cette question. Je vous remercie énormément pour votre attention.